l'enregistrement. On va débuter. OK. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du risque. Je vous remercie pour votre présence et c'est ça, avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas être vu, il suffit de garder votre caméra fermée et le webinaire sera disponible sur YouTube en début de semaine prochaine. Donc, sans plus attendre, je présente notre panéliste aujourd'hui, Ève Pouliot, qui va nous parler du Digital Storytelling comme méthode de recherche participative auprès d'adolescents exposés à des inondations en milieu rural. Donc, docteur en service social et bachelière en droit, Ève Pouliot est professeure titulaire en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi ou l'UQAC depuis 2006, où elle enseigne la déviance sociale, l'intervention sociale auprès des enfants et des adolescents, l'intervention familiale et la méthodologie de la recherche. Co-titulaire d'HR UQAC Cégep de Jonquière sur la vie et la santé des jeunes, ses travaux de recherche s'intéressent aux jeunes et aux familles en situation de vulnérabilité et à l'évaluation des pratiques sociales qui s'adressent à ces populations. Financé par plusieurs organismes subventionnés et s'inscrivant dans des méthodes mixtes et participatives, ses travaux récents portent plus particulièrement sur le vécu des jeunes et des familles en contexte de catastrophes naturelles et technologiques. Donc, lauréate de 3 prix d'excellence en enseignement, elle s'intéresse également à la pédagogie universitaire et aux inégalités présentes en milieu social. Donc, Madame Pouliot, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine, c'est gentil. Donc, je vais vous partager mon PowerPoint. Je vais mettre au début, ça va être mieux. Est-ce que vous le voyez dans le bon format, Catherine? On est dans le mode présentateur. Je vais masquer le mode présentateur. En principe, là, ça devrait aller. Oui, là, c'est parfait. Excellent. Merci beaucoup. De rien. Donc, merci tout le monde d'être présent pour ce webinaire. Je suis très contente d'avoir l'occasion de vous parler de ce beau projet de recherche là, que j'ai eu l'occasion de mener avec une belle équipe que je vous présente ici. Donc, c'est une collaboration entre l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université du Québec en Outaouais. Donc, à l'UQAC, il y a moi, prof en travail social, aussi Daniel Maltais, qui est professeur émérite en travail social, et Anne-Sophie Simard, qui est assistante de recherche et qui a coordonné le projet. Anne-Sophie qui fait aussi son doctorat à l'intérieur du projet en s'intéressant plus spécifiquement à la croissance post-traumatique des jeunes et au rôle du soutien parental dans la croissance post-traumatique. À l'UQO, on a aussi Christine Gervais, qui est professeure en sciences infirmières, et Christelle Tardy-Grenier, professeure en psychoéducation et en psychologie. Donc, vous pouvez voir qu'on a une équipe vraiment interdisciplinaire et on a des assistantes de recherche très précieuses. J'ai vu que Catherine Lasselle est avec nous aujourd'hui, Alexandra Laliberté, Gabrielle Dallaire et Olivia Maltais-Dufour. Je ne veux pas passer sous silence également notre partenaire de milieu, surtout pour le volet rural du projet, donc les jeunes qui ont été davantage exposés à des inondations. Il s'agit de Julie Martin, qui est directrice de l'école secondaire Sieur de Coulonges dans le Pontiac, en Outaouais. Donc, aujourd'hui, en fait, la présentation, elle se décline en 4 grandes sections. Vous pouvez poser vos questions là, au fur et à mesure, si toutefois elles vous viennent spontanément ou attendre à la fin. Là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc, les 4 sections, mais d'abord une mise en contexte. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à expérimenter cette méthode du digital storytelling avec des adolescents? Ensuite, vous présentez la méthode qu'on a utilisée avec des ados exposés à des inondations, mais aussi à une tornade. Les retombées perçues, donc des données préliminaires parce qu'on n'a pas encore terminé toute l'analyse, et puis finalement une synthèse et je l'espère des échanges avec vous. Donc, au niveau de la mise en contexte, c'est important de comprendre que ce projet-là s'est déroulé en Outaouais. Donc, nous, on est très présents sur le territoire de l'Outaouais depuis 2021.
En fait, on s'intéresse au cumul de catastrophes qui a eu lieu dans cette région-là. Donc, depuis 2017, bien, on sait que les jeunes, comme les moins jeunes, ont été exposés à un cumul de catastrophes naturelles en Outaouais. Donc, ils ont eu des inondations en 2017, en 2019 et en 2023. Également la tornade en 2018, puis comme le reste de la population mondiale, mais la pandémie à partir de 2020. Donc, ce sont des jeunes qui sont susceptibles d'avoir vécu plusieurs catastrophes naturelles. Ici, vous avez quelques images là, de la tornade qui a détruit une bonne partie du quartier Mont-Bleu, qui est un quartier quand même relativement défavorisé où il y a beaucoup d'immigration à Gatineau, donc c'est en milieu urbain. Et on s'est intéressé aussi davantage au niveau du Pontiac, donc une communauté rurale qui a été exposée à des inondations à divers moments, là, notamment en 2017, en 2019 et en 2023. Donc, ce qu'on sait dans la littérature, en fait, c'est que les catastrophes naturelles vont avoir différents impacts sur les jeunes. Ce qui est le plus documenté, ça concerne la santé mentale. Donc, on sait que le fait d'être exposé à une catastrophe naturelle, bien, ça augmente les risques de vivre du stress post-traumatique, des états dépressifs ou anxieux, même des pensées suicidaires. Mais il y a aussi des effets positifs qui peuvent en ressortir, là, par exemple, un développement personnel, une remise en question de valeur, mais qui va être perçue positivement, par exemple, par le jeune. Ça peut également avoir des impacts au niveau de la santé physique, que l'on parle de blessures, de décès, un accès qui peut être plus complexe aussi aux soins de santé et aux services sociaux. Souvent, ce sont des événements qui vont aussi perturber les habitudes de vie des jeunes, quand on parle du sommeil, de l'alimentation, de consommation de substances psychoactives ou encore de temps d'écran. Donc, c'est des éléments qui peuvent être bouleversés là, chez les jeunes. Au niveau scolaire, familial, social, il y a moins d'études, bien qu'il y en ait de plus en plus, là, étant donné qu'il y a davantage de catastrophes qui se produisent. Donc, on sait qu'au niveau scolaire, mais ça peut engendrer davantage d'absentéisme, avoir un impact sur la concentration, la motivation et le rendement scolaire. Au niveau familial, on parle souvent d'amplification des conflits, d'anxiété de séparation chez les enfants plus jeunes, d'une diminution de l'intimité lorsqu'on a à héberger des proches qui sont victimes de l'inondation et de charges accrues, surtout pour les enfants qui vont être un peu plus vieux. Par contre, dans certains cas, mais ça peut augmenter les liens familiaux. Au niveau social, les études nous parlent d'isolement, de solitude, de problèmes d'ajustement social et aussi de perte de soutien. Mais dans certains cas, ben, on observe aussi une augmentation du sentiment de solidarité dans certaines communautés. Donc, évidemment, ces conséquences-là des catastrophes, elles ne sont pas présentes chez tous les jeunes, puis c'est heureux que ce soit ainsi. On peut dégager quatre principales trajectoires chez les jeunes à la suite d'une catastrophe. Donc, les deux premières nous inquiètent moins. Ce sont les jeunes, pardon, qui sont résilients ou encore ceux qui vont récupérer puis se rétablir assez rapidement. Les deux trajectoires qui sont plus inquiétantes concernent les jeunes dont les problèmes vont persister dans le temps. Donc ça, les études longitudinales nous permettent de l'observer, mais aussi les jeunes qui, à prime abord, ne semblent pas réagir et qui vont présenter un retard de détresse, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme des bombes à retardement, donc ils vont pas réagir tout de suite, mais à partir d'un certain temps, ils vont développer des symptômes. Donc, ces difficultés-là qu'on observe chez les jeunes, elles peuvent être intenses et elles peuvent persister pendant plusieurs années. Il y a certains facteurs de vulnérabilité ou au contraire de résilience qui vont faire en sorte que ces conséquences-là vont être plus ou moins importantes chez les jeunes. Donc, au niveau personnel, bien, le fait d'avoir vécu des traumas antérieurs, bien, ça peut être un facteur qui joue. Ça englobe aussi le fait d'avoir vécu antérieurement des catastrophes. L'âge, donc on sait le fait d'être plus jeune est un facteur de risque. Le genre, donc les femmes étant plus à risque que les hommes de développer des problèmes de santé mentale notamment, et les minorités, notamment là, au niveau du genre, mais aussi chez les familles ou les personnes immigrantes. Il y a certains facteurs familiaux et sociaux qui rentrent en ligne de compte aussi, donc la dynamique familiale, le soutien social et familial disponible pour les jeunes, puis la qualité de communication.
Puis finalement, au niveau contextuel, mais le fait de vivre en milieu rural, dans une communauté où les indices de défavorisation sociale et matérielle sont élevés, où il y a moins de ressources disponibles, ce sont des facteurs de risque. Même chose au niveau du niveau d'exposition. Donc, plus on a été exposé sévèrement à la catastrophe, mais plus on risque d'en vivre des conséquences. Donc ici, j'ai mis en gras avec un astérix les facteurs qui sont plus spécifiquement associés aux populations qu'on a étudiées, c'est-à-dire qu'on a étudié des jeunes qui sont susceptibles d'avoir vécu différentes catastrophes antérieurement. À l'école secondaire Montbleu, on avait des jeunes où il y avait une population immigrante importante, c'était le tiers des participants à l'étude. En milieu rural, davantage de jeunes qui s'identifiaient aux Premières Nations. Au niveau des facteurs contextuels, ben, on avait la distinction milieu rural et urbain dans des communautés avec des indices de défavorisation importants. Puis différents niveaux d'exposition qui nous ont permis de créer des groupes là, en fonction de cette variable-là. Nous, la façon dans notre équipe dont on perçoit la catastrophe, c'est comme un continuum d'événements stressants. Donc, la catastrophe en elle-même, bon, souvent, c'est là que les médias vont beaucoup intervenir, où on va beaucoup entendre parler de la catastrophe. Donc, évidemment, il y a du stress, des sentiments négatifs, des dommages matériels qui sont constatés. Mais au-delà de cette catastrophe-là, qui peut être plus circonscrite dans le temps, mais il y a des stresseurs secondaires qui vont intervenir. Donc, par exemple, pour les jeunes, ça peut être lié à un déménagement qui va amener des pertes liées aux conditions de vie, au soutien social également. Ça peut faire en sorte que ça devient plus difficile pour le jeune de faire face à des menaces ou des pertes subséquentes. Donc, on parle par exemple pour les jeunes de Gatineau ou du Pontiac de catastrophes antérieures puis qui se répètent dans le temps ou encore d'autres pertes. Donc, on sait par exemple qu'en milieu rural, ce sont des jeunes qui ont vécu de nombreux deuils, deuils liés au personnel scolaire, mais aussi à des camarades de classe dans un milieu qui est quand même petit, là, assez restreint. Et les perspectives d'avenir, en fait, mais les études, de façon générale, mentionnent que le fait d'avoir été exposé à une catastrophe antérieure, ça fait en sorte d'épuiser graduellement les ressources. Donc, plus on en vit, mais moins on a de capacité à faire face. Par contre, certaines études démontrent plutôt à l'inverse que le fait d'avoir vécu une catastrophe, ça permet aux gens de développer des stratégies d'adaptation qui favorisent leur rétablissement ou leur résilience lors d'une catastrophe ultérieure. Donc, dans la première étude qu'on a menée, c'était un peu la question qui nous intéressait. On a fait une étude mixte séquentielle où on est allé interroger d'une part, par le biais d'un questionnaire, 1307 élèves en milieu urbain et en milieu rural dans les deux écoles dont je vous ai parlé. Et par la suite, ben, en fonction du niveau d'exposition qu'on mesurait avec le questionnaire, ça nous a permis de faire des groupes de discussion qui étaient différents, là. Donc, on a regroupé les jeunes qui avaient simplement vécu la pandémie et des jeunes qui avaient vécu un cumul de catastrophes dans des groupes distincts. Donc, on a mené 14 entrevues de groupe, 7 dans chacune des écoles, en regroupant 82 élèves. Et on a également fait des entrevues de groupe avec le personnel scolaire. Donc, près de 30 membres du personnel scolaire. Donc, cette première étude-là nous a amené à certaines données qu'on jugeait préoccupantes et les milieux scolaires impliqués également. Donc, un jeune sur trois se sentait souvent ou très souvent seul. Un jeune sur trois avait pensé au suicide au cours de la dernière année. Près d'un jeune sur trois présentait des manifestations dépressives. Un élève sur quatre présentait une anxiété modérée ou sévère. Près d'un jeune sur quatre avait sérieusement pensé à se blesser, puis un élève sur cinq estimait bénéficier d'un faible soutien social. Donc, bien sûr, ça nous a préoccupés et en faisant des analyses un petit peu plus fines, on s'est rendu compte que les jeunes exposés à des catastrophes antérieures avant la pandémie présentaient plus de problèmes de santé que les autres, là, en nombre et en intensité. Et c'était particulièrement le cas pour les jeunes en milieu rural, donc ceux exposés à des inondations comparativement aux jeunes en milieu urbain. Donc, comme équipe de recherche, mais évidemment, identifier des problèmes, ça fait un peu partie de notre boulot, mais on voulait pas se limiter à ça, on voulait aussi faire partie de la solution. Donc, on a participé à différentes activités de consultation, donc d'abord dans les milieux scolaires concernés, mais aussi avec la santé publique de la région. Et ça nous a amené à identifier certaines pistes d'action possibles. Vous les voyez pas sur les post-it, là, mais c'était une activité collaborative qu'on avait fait avec la santé publique. Et cette
consultation-là ben, nous a mené au projet qui concerne le digital storytelling. Donc, cette étude-là, en fait, il y en a deux. Il y en a une pour laquelle on a eu le financement du risque en milieu rural, donc qui concerne l'école secondaire Sieur de Coulonges. Et on a fait la même démarche financée par le CRSH, par un savoir avec le milieu urbain. Donc, on a décidé d'y aller vers une recherche-action avec les écoles partenaires pour mieux comprendre les impacts psychosociaux des catastrophes naturelles sur le parcours de vie des adolescents et de leurs parents, dans une idée d'encourager leur résilience et leur pouvoir d'agir. Donc, qu'est-ce que c'est le digital storytelling? Moi, c'est une méthode que je mobilisais déjà beaucoup dans mes enseignements universitaires et j'ai eu envie de l'amener dans mes projets de recherche. Donc, c'est une méthode qui combine l'art de raconter des histoires avec différents médias numériques, qu'on parle de texte, d'images fixes ou en mouvement, de narration, audio, de musique, de vidéo. Donc, ça peut prendre différentes formes. C'est une méthode qui est plus récemment utilisée en recherche, qui s'inscrit dans une approche collaborative de recherche. Auparavant, c'était une méthode davantage utilisée en contexte d'intervention. Puis, en contexte de catastrophe auprès des jeunes, ben, on a fait une revue systématique, puis on n'en a pas identifié d'autres recherches qui utilisaient cette méthode-là. Les récits qu'on va faire à l'aide du digital storytelling vont être courts, donc on parle de récits entre 2 et 5 minutes, là, selon Lambert, et ils vont être enregistrés évidemment en format numérique. On peut utiliser des images ou des vidéos personnelles ou du domaine public, donc des images ou des vidéos qui vont être libres de droit. Et c'est une méthode, dans la revue qu'on a fait, des écrits, qui est souvent utilisée auprès de populations marginalisées, notamment auprès de jeunes ayant vécu l'exil dans le pays. C'est une méthode aussi qui peut reposer sur un processus individuel ou collectif par le biais de cercles de partage. Vous allez voir que nous, on a fait un peu les deux dans notre étude. Et il y a toujours des personnes qui vont être là pour faciliter l'accompagnement dans le processus de création. Donc, dans ce cas-ci, dans les deux écoles, c'était moi et l'étudiante doctorante dont je vous ai parlé, là, Anne-Sophie Simard. Donc, nous, on a suivi les 7 étapes de Lambert, puis les jeunes qui participaient aux ateliers de digital storytelling étaient invités à se questionner en lien avec ces 7 étapes-là dans un journal de bord dans lequel ils pouvaient écrire leurs réflexions. Donc, d'abord, on les amenait à s'approprier leur savoir, donc à leur poser des questions comme ben, quelle histoire tu veux raconter en lien avec les inondations ou la tornade? Pourquoi cette histoire-là, elle est importante pour toi? Ensuite, on les amenait à se questionner sur les émotions qu'ils pouvaient ressentir par rapport à cette histoire-là. Donc, ce qu'ils ressentent, mais aussi ce qu'ils sentaient confortable de partager. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire ressentir à l'audience qui allait visionner leur vidéo. Ensuite, la troisième étape, mais trouver le moment. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour le jeune avant, pendant et après les inondations, par exemple, et quels apprentissages il avait tirés de tout ça. Ensuite, on demandait aux jeunes d'imaginer dans sa tête cette histoire-là. Donc, quelle image pouvait illustrer, compléter l'histoire? Est-ce qu'il y avait des métaphores, des symboles contenus dans ces images-là? On demandait ensuite d'essayer d'entendre l'histoire. Donc, comment il souhaitait le jeune que cette histoire-là soit entendue? Est-ce qu'il voulait mettre de la narration, des sons, de la musique? Quel rythme il voulait donner? Quelque chose d'un peu plus triste, d'un peu plus enjoué. Et ensuite, bon, on accompagnait les jeunes dans l'assemblage de l'histoire. Donc, comment on veut rythmer le tout, comment on veut raconter l'histoire. Donc, est-ce qu'on y va de façon linéaire et chronologique ou on fait des flashbacks dans le temps. Puis, évidemment, ben, l'assemblage, ça entraîne aussi des deuils, c'est-à-dire que là, on doit penser à ce qu'on conserve, ce qu'on enlève pour avoir des vidéos qui sont relativement courtes. Puis, finalement, on amenait les jeunes à réfléchir sur comment ils voulaient partager leur histoire, donc à qui et comment ils voulaient le faire. On a utilisé dans le cadre de l'étude le cercle de partage en identifiant des règles de base qui étaient importantes là, dans les deux écoles. Donc, on avait deux groupes de jeunes. Donc, nos valeurs étaient beaucoup centrées sur la confidentialité. Donc, ce qui se passait dans le groupe, on demandait aux jeunes de garder ça à l'intérieur du groupe. On demandait évidemment aux participants de faire preuve de respect les uns envers les autres et d'ouverture aussi aux idées des autres.
Il y avait différents rôles dans le groupe, donc chaque équipe ou chaque jeune, en fonction des milieux, je vais vous expliquer la nuance tout à l'heure, était amené à tour de rôle à jouer le rôle de storyteller, donc la personne qui raconte l'histoire. Les autres participants mais, devaient donner une rétroaction, en fait, à la personne qui avait raconté l'histoire. Et nous, Anne-Sophie et moi, comme personnes facilitatrices, ben, on était là pour les accompagner, faire en sorte que les règles de base soient respectées dans le groupe. On leur demandait au niveau du feedback, mais d'être positif, constructif, plutôt formuler des questions que des critiques, et puis évidemment rester dans le sujet, là, parce qu'une bande d'adolescents, ça peut facilement dévier vers autre chose. C'est une méthode qui permet de recueillir plusieurs données. On en a recueilli plusieurs, nous aussi, là, dans le cadre de ce projet-là. Donc, nous, on a utilisé un journal de bord, un journal du participant, donc un journal de bord pour l'équipe de recherche pour bien documenter nos observations lors des ateliers, mais aussi pour que les jeunes documentent leur propre démarche puis leurs propres sentiments à travers ces étapes-là. On a fait des entrevues semi-dirigées individuelles et de groupe. Dans certaines recherches, on utilise des questionnaires sur les impacts perçus. Nous, on ne l'a pas utilisé là, outre l'échelle de croissance post-traumatique qui a été utilisée pour l'étude d'Anne-Sophie. Et c'est possible de faire une transcription multimodale des récits, donc d'analyser les œuvres qui ont été réalisées à l'aide de captures d'écran, puis de notes, puis mettre ça en lien avec les journaux de bord des participants. Donc ça, c'est une étape qu'on réalise actuellement. Nous, on a réalisé cette démarche-là en 4 phases, donc une phase préparatoire, une phase de travail, une phase de diffusion et une phase d'analyse qu'on est en train de compléter actuellement. Lors de la phase préparatoire, on a mené des entrevues semi-dirigées individuelles de 90 à 100 minutes avec des jeunes et leurs parents. Donc, on a vraiment créé des dyades. C'était des jeunes et des parents des mêmes familles. Donc, en milieu rural, on en a eu 16 jeunes et en milieu urbain, 11. Aujourd'hui, on parle vraiment de la démarche qu'on a menée auprès des adolescents, mais il y a aussi une démarche similaire qui a été menée auprès de leurs parents. On a utilisé un calendrier historique de vie pour identifier les points tournants dans leur parcours. Donc ici, je suis contente que c'est petit, mais c'est pour vous montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler. C'était sur des grands cartons, puis en fait, on partait de la catastrophe jusqu'au moment de la collecte de données. Donc ici, c'est un calendrier historique qui a été fait dans le contexte des inondations de 2019, donc jusqu'à 2023, là, la période de collecte de données. Donc, on demandait aux jeunes pour chaque trajectoire, donc la trajectoire personnelle, scolaire, familiale et sociale, de nous parler un peu de ce qu'il avait vécu dans chacune de ces années-là. Et à la fin, on demandait d'identifier les points tournants, positifs ou négatifs, en lien avec la catastrophe qui avait été vécue. Donc, au niveau des personnes participantes aux ateliers, on en a 18 qui ont participé, donc 10 filles et 6 garçons, 2 personnes non binaires. Ces jeunes-là étaient âgés entre 13 et 17 ans pour une moyenne de 14 ans. On en avait 12 en milieu rural et 6 en milieu urbain. Pourquoi? Ben parce que à l'école secondaire Sœur de Coulanges, donc située en milieu rural, on a pu faire les ateliers dans les périodes de classe. Donc, ça a été plus facile de recruter des volontaires, alors que à l'école secondaire Mont-Bleu, en raison de la grève, ça n'a pas été possible. Donc, les jeunes qui voulaient participer aux ateliers, ben, ont dû le faire sur des journées pédagogiques ou encore la fin de semaine. Et c'était des moments très concentrés, étant donné que nous, on se déplaçait de Chicoutimi pour aller à Gatineau ou à Fort-Coulonge, mais on ne pouvait pas échelonner, dans le fond, ces ateliers-là sur plusieurs journées. Donc, c'était vraiment des blocs d'ateliers qu'on faisait avec eux. Donc, les jeunes ayant des activités parascolaires, des compétitions sportives, certains travaillaient aussi, mais ça a été plus difficile de recruter en milieu urbain. Au total, on a fait 12 vidéos, donc 6 en milieu rural qui ont été réalisées en équipe de 2 et 6 en milieu urbain qui ont été faites individuellement. Et ça a vraiment été le choix des jeunes dans chacun des milieux. Donc, en milieu rural, les jeunes se sentaient plus sécures de réaliser cette activité-là en équipe, ne souhaitaient pas le faire seuls, même s'ils en avaient la possibilité. Alors qu'en milieu urbain, mais ils ont tous préféré le faire individuellement et travailler sur leur propre histoire. Donc, ce qu'on a fait au niveau de la phase de travail, on a eu un premier atelier qui portait sur la rédaction des récits numériques.
Donc, évidemment, on avait une activité brise-glace parce que les jeunes fréquentent la même école, mais ils ne se connaissent pas nécessairement, surtout en milieu urbain, là, l'école est plus grande. Euh, on avait, à prime abord, là, une discussion au sujet du digital storytelling, leur expliquer qu'est-ce que c'est cette méthode-là, puis comment on allait la mettre en branle, à quoi allaient ressembler les récits numériques. Et on leur proposait un exercice d'écriture spontanée, d'abord individuellement, puis ensuite de façon collective. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est les outils qu'on a utilisés. Donc, d'abord, là, avec les 7 questions dont je vous parlais tout à l'heure de Lambert, on avait un journal d'activité dans lequel les jeunes consignaient leurs impressions, leurs réflexions. Donc, on avait des questions pour les guider à travers ça. Et on avait aussi un jeu de cartes, donc des cartes jaunes qui donnaient des éléments sur la catastrophe, des cartes roses qui parlaient de personnages ayant vécu une catastrophe et des cartes turquoises qui parlaient de points tournants ayant eu lieu à la suite d'une catastrophe. La façon dont on a créé ce jeu de cartes-là, c'est vraiment à la lumière de la première phase de collecte de données, donc les entretiens individuels avec le calendrier historique de vie. Ça nous a permis de créer des situations fictive, mais inspirée très, très largement de ce que les jeunes nous avaient dit, mais sans qu'on puisse compromettre la confidentialité, c'est-à-dire qu'on a modifié des éléments pour pas que les jeunes puissent être identifiés. Et à partir de ce jeu de cartes-là, ben, on proposait aux jeunes soit de construire leur propre récit à partir de leur expérience personnelle, ou encore ben, d'inventer une histoire, mais à partir des récits collectifs qui se retrouvaient dans le fond à travers le jeu de cartes. Donc, en milieu rural, mais les jeunes ont préféré vraiment construire un récit à l'aide du jeu de cartes, en faisant un amalgame aussi avec leur vécu personnel, alors qu'en milieu urbain, ils ont préféré vraiment parler de leur propre situation et ils n'ont pas utilisé le jeu de cartes. Notre intention comme équipe de recherche en utilisant le jeu de cartes, c'est de permettre à ceux qui en avaient besoin, ben, de prendre une distance par rapport à l'événement qui avait pu quand même être vécu de façon assez traumatisante. Donc, on leur demandait cet exercice-là spontané d'écriture individuellement, puis par la suite, en équipe de deux, de s'entendre sur une histoire. En milieu rural, en milieu urbain, ils sont vraiment restés seuls, mais ils ont partagé leur histoire en dialogue par la suite. Le deuxième atelier a pris beaucoup d'espace pour élaborer le scénarimage, pardon, donc le storyboard. On avait des grands cartons sur lesquels ben, les jeunes étaient invités à découper leur histoire en différentes séquences. On avait une imprimante portative qui leur permettait d'imprimer des photos, puis les mettre dans le fond sur le storyboard, puis les changer d'endroit. Des post-it aussi pour écrire du texte. Donc, ça leur permettait de réfléchir à la trame narrative qu'ils voulaient utiliser et en faisant des changements. Donc, les jeunes ont aussi été amenés à partager les textes qu'ils avaient produits lors du premier atelier. Puis, il y a des échanges qui se sont faits à partir de ces textes-là, c'est-à-dire que les autres jeunes étaient amenés à s'exprimer par rapport aux textes de leurs camarades de classe. Et à la fin, on faisait un retour sur l'expérience. Donc, d'abord, les jeunes étaient invités à partager leurs impressions de façon individuelle dans leur cahier du participant. Et ensuite, on faisait un cercle de partage qui était enregistré et qui a été retranscrit sous forme de verbatim par la suite. Donc, vous avez un exemple ici de scénarimage qui a été utilisé à l'école secondaire Sieur de Coulonges. Donc, vous voyez, les cartons étaient très, très gros. Ça leur permettait de réfléchir vraiment à la séquence qu'ils allaient utiliser là, pour leur projet. Le troisième atelier a vraiment porté sur l'assemblage des récits numériques. Donc, on leur a fait une petite formation sur comment faire une vidéo avec Canva. En milieu rural, c'était un outil qui était déjà présent à l'école. Ils avaient d'ailleurs là une licence éducative pour l'utiliser. Donc, les jeunes étaient vraiment à l'aise avec cet outil-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a privilégié. En milieu urbain, ils ne le connaissaient pas, donc ça a nécessité un peu plus d'ajustement puis d'accompagnement de notre part. Les jeunes, surtout en milieu rural, utilisaient beaucoup l'anglais à la maison, mais malgré tout, ils ont tous décidé de faire leurs vidéos en français. Donc, il y a eu une étape de correction des récits parce qu'il y avait quand même, dans certains cas, une certaine insécurité linguistique là, qui était présente. Donc, les jeunes voulaient être sûrs qu'il n'y ait pas de faute là, dans leurs vidéos. Et on les a accompagnés bien, dans le montage du texte, des images et des vidéos. Vous avez un exemple ici là, à l'école secondaire Montbleu. C'est Anne-Sophie qui fait la formation de Canva aux jeunes qui participaient là, à l'atelier.
L'atelier numéro 4, donc, nous a permis de finaliser, de partager les récits numériques. Donc, il y avait des ajustements de dernière minute à faire au niveau de la musique, de la narration, des transitions entre les différentes séquences des vidéos. Et on a fait une projection entre nous dans chacune des écoles des récits numériques, ce qui nous a permis un échange aussi par la suite. Donc, les jeunes se sont donné du feedback par rapport aux vidéos qu'ils avaient produites. On a fait par la suite un retour sur cette expérience-là dans le cahier du participant individuellement, puis par le biais de cercles de partage par la suite. Donc, dans la phase de diffusion, ce qu'on a fait à l'école secondaire Sieur de Coulonges, en fait, on a vraiment accompagné les jeunes dans leurs souhaits. Et à l'école secondaire Sieur de Coulonges, mais ils souhaitaient vraiment que leurs vidéos soient très visibles, partagées largement. Donc, d'une part, on a fait une séance de diffusion dans l'auditorium où tous les jeunes de l'école ont été invités à venir assister à la projection. Donc, c'est seulement les jeunes qui souhaitaient projeter leurs vidéos qui l'ont fait. Dans certains cas plus isolés, là, les jeunes ont préféré garder ces vidéos-là pour eux-mêmes. Ils le voyaient davantage comme un exercice personnel. Et on a aussi invité la communauté, donc par le biais de 2 soupers spaghettis qui ont eu lieu à l'école, euh, un à la suite de l'autre, parce qu'ils étaient trop nombreux, les personnes qui souhaitaient participer, pour qu'on fasse un seul souper. Et lors du souper, ben, on a projeté les vidéos qui ont été réalisées par les gens. Donc, ça a donné suite, ça a donné lieu, dans le fond, à différentes vidéos. Donc, ici, vous en avez une, donc la première image d'une vidéo qui a été réalisée en milieu rural à la suite d'inondations. Donc, c'est un personnage fictif, Audrey, qui est mis en scène par l'équipe de deux élèves là, qui ont travaillé sur cette vidéo-là. Je ne suis pas une personne qui parle beaucoup. Ma famille me dit tout le temps que je suis timide et réservée, mais que je suis aussi très honnête. Il y a 3 ans, moi, ma mère, mon père et ma petite sœur Carly, on s'est fait réveiller par un groupe de pompiers qui venait nous dire que nous devions évacuer notre maison immédiatement dû aux inondations. Nous étions tous très inquiets pour notre maison. Nous étions inquiets car notre terrain était inondé et la base de notre maison commençait à être endommagée. Après le départ des pompiers, ma famille et moi commençons à faire nos valises avec nos vêtements et les essentiels dont nous aurions besoin pendant quelques semaines. Le fait que nous devions évacuer notre maison ne soulageait pas l'inquiétude par rapport aux inondations. En 2020, j'ai aussi perdu ma meilleure amie Danielle lors d'un accident d'auto. Je me sens triste depuis son décès. Entre les inondations et la mort de Danielle, j'ai ressenti plusieurs émotions qui étaient nouvelles pour moi. J'étais stressée à cause des inondations, puis j'étais déprimée quand on a perdu Daniel. Après les inondations, ma mère est devenue vraiment religieuse. Elle a commencé à prier parce qu'elle pensait que notre famille se faisait punir par Dieu avec les inondations. J'ai seulement commencé à me sentir comme j'étais avant quand je suis retournée à l'école 1 an plus tard après la pandémie. J'ai réalisé que grâce aux inondations, j'ai pu travailler sur ma gratitude, sur ma façon de voir la vie et ma joie de vivre. Depuis les inondations, j'ai commencé à dessiner beaucoup plus que je le faisais avant. J'ai aussi commencé à écouter plus de musique. Mais cela n'affecte pas la quantité de temps que je passe dehors avec ma famille et mes amis.
Donc ici, vous voyez, cette équipe-là ont décidé de prendre une histoire qui est fictive, mais il y a plusieurs éléments dans cette vidéo-là qui ramènent à des faits qui se sont réellement passés dans la communauté, là, notamment l'accident de voiture qui était une jeune fille qui fréquentait l'école. Donc, puis dans certaines vidéos aussi, il y avait des vidéos personnelles ou des photos personnelles des inondations et on voyait vraiment des images de la communauté. Donc, c'était très touchant là, lors de la diffusion des vidéos parce que les gens se reconnaissaient à travers ces différentes vidéos-là, différentes images-là, puis ces histoires qui étaient racontées. En milieu urbain, c'est différent. Peut-être que si on a du temps à la fin, je pourrais vous montrer un exemple de vidéo qui a été fait en lien avec la tornade. Mais d'une vidéo à l'autre, en fait, le style était très différent. Donc là, ici, on a de la musique avec du texte qui est narré. Dans l'autre vidéo que j'ai amenée, ben, c'est vraiment la voix d'une personne simplement avec des images puis des séquences vidéo. Donc, ça dépend vraiment là, de l'un à l'autre. Les jeunes ont vraiment fait des œuvres qui sont très, très différentes. Donc, je vous montrerai tout à l'heure si le temps nous le permet. Il y a des retombées qui ont été perçues, dans le fond, à la suite de cette expérience-là. Donc, on a demandé l'avis des jeunes, puis aussi du personnel enseignant. Au niveau des retombées perçues par les personnes participantes à la suite des ateliers, il y a beaucoup d'éléments qui nous ont été nommés. Les commentaires qui revenaient le plus souvent concernaient l'appréciation que les jeunes avaient de la possibilité de s'exprimer au sujet des inondations. Ou au sujet de la tornade. Donc ici, bon, ce sont des prénoms évidemment fictifs. Là, on a Benoît, 13 ans, qui nous dit J'ai appris que les inondations ont pu être pires pour les autres que pour moi. Quand les choses arrivent, il faut que tu deals avec, même si tu veux pas. Moi, j'ai eu de la chance par rapport aux autres car ma maison n'a pas été inondée. Donc, c'est un jeune qui avait été très impliqué au niveau du bénévolat dans le contexte des inondations. Et ben, finalement, il trouvait qu'il y avait de la chance par rapport à d'autres, alors qu'il avait quand même vécu des difficultés, là, notamment des blessures lors des activités de bénévolat. On voyait aussi à travers les récits des jeunes une augmentation du sentiment de solidarité envers la communauté, surtout au niveau de la communauté rurale qui a été exposée à des inondations. Donc, on parle beaucoup d'entraide dans les extraits là, qui ont été repris. Donc, le fait de faire l'activité de digital storytelling, ben, ça leur permettait de prendre un recul par rapport à l'événement, puis réaliser que c'était pas juste négatif, que ça avait apporté des apprentissages, que ça leur avait permis de grandir, puis ça leur avait permis aussi de développer un sentiment de solidarité envers leur communauté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui revenait beaucoup. Donc, le fait que la communauté se soit mobilisée avec les sacs de sable, les jeunes à l'école, il y avait des autobus qui étaient mis à leur disposition pour les amener faire des sacs. Donc, ils avaient été mobilisés, puis ça avait été quelque chose qui avait été vécu positivement. Donc, le fait de se rappeler ça à travers les histoires numériques, ça avait été perçu positivement. La réalisation de différents apprentissages, donc l'amélioration du français en milieu rural surtout. En milieu urbain, ils nous ont beaucoup parlé du fait d'avoir appris à utiliser Canva qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Il y a différents facteurs qui semblent associés à l'appréciation des personnes participantes. Donc, ils nous ont beaucoup parlé de l'ambiance des ateliers puis du travail d'équipe. Le travail d'équipe, là, surtout en milieu rural. Donc, ils ont trouvé que c'était amusant. C'était le fun de faire cette activité-là avec d'autres personnes. Ça leur a permis de créer des nouveaux liens avec des gens qui connaissaient moins. C'est sûr qu'on avait essayé de créer une ambiance là, autour de ces journées-là. Donc, évidemment, ça leur permettait de manquer certains cours. Donc, ça a été apprécié par certains élèves. Puis, on avait des repas gratuits aussi. Donc, c'est quelque chose qui a été apprécié. Donc, ça crée une belle ambiance. Puis, je vais y revenir à la fin, mais ça faisait en sorte de ramener un certain équilibre des pouvoirs. Souvent, quand on arrive comme chercheur, puis qu'on vient faire des entrevues, par exemple, avec des jeunes, mais il y a vraiment un déséquilibre qui est présent là, au niveau des pouvoirs. Le fait de passer des longues périodes avec ces jeunes-là à plusieurs reprises, mais ça crée vraiment une proximité avec eux. Puis ça fait en sorte qu'ils nous ont confié énormément de choses sur leur vie. Donc, c'est un avantage au niveau de la recherche.
Au niveau de l'organisation de la démarche, bien, si certains ont été heureux de manquer des périodes de cours, ça n'a pas été le cas de tous. Donc, certains ont trouvé ça difficile parce qu'il y a eu la période de grève. Donc, ils ont eu à manquer des cours ou des examens qu'ils devaient reprendre par la suite. Donc, ça a été moins apprécié. Ils ont beaucoup aimé la présentation des récits numériques. Donc, certains étaient réticents à présenter leurs récits. Ils ont vraiment beaucoup apprécié le fait d'entendre les récits des autres qui venaient normaliser, en fait, leur vécu. Au niveau des enseignants, la façon dont on a procédé, c'est qu'on a fait 2 entrevues de groupe auprès d'eux. On avait une première section de l'entretien où on leur posait des questions sur qu'est-ce qu'ils pensaient que les catastrophes naturelles avaient pu avoir comme impact sur les jeunes, comment les jeunes avaient pu vivre les ateliers de digital storytelling de leur point de vue d'enseignants. Et on leur demandait, après avoir projeté les vidéos avec eux, ce qu'ils avaient pensé des vidéos. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils constataient chez les élèves le développement d'un sentiment de solidarité. Donc, le fait d'avoir vécu cette expérience-là, bien, ça faisait en sorte que les jeunes se sentaient moins seuls avec leur histoire, se rendaient compte bien, que ce vécu-là était partagé et que c'était quelque chose de positif. Ils constataient aussi une augmentation du pouvoir d'agir chez leurs élèves, donc une résilience qui était présente, puis une résilience même au niveau de la communauté. Donc ça, c'était quelque chose qui était aussi perçu positivement. Au niveau de leur propre travail d'enseignant, il y a aussi des éléments qui sont ressortis. Donc, certains enseignants nous disaient lors de la première portion d'entrevue, avant de voir les vidéos des jeunes, que les jeunes n'avaient pas eu d'impact au niveau des catastrophes selon eux, qui étaient trop jeunes, qui ne s'étaient pas rendus compte de ce qui s'était passé. Et après avoir vu les vidéos, mais là, ils se rendaient compte que, ma foi, ça avait eu des impacts assez considérables pour ces jeunes-là. Ça les avait marqués pendant de nombreuses années. Donc, ça c'est venu ébranler certains enseignants. Il y a même une enseignante là, qui a pleuré là, lors de l'entrevue. Ça remettait aussi en question certaines pratiques pédagogiques. En fait, les enseignants nous disaient, ben oui, c'est vrai, j'ai de la matière importante à donner à mes élèves, mais en même temps, mes élèves, s'ils ne vont pas bien, mais ils sont pas en mesure de faire ces apprentissages-là. Donc, il y a une étape préalable qui est de m'assurer que mes élèves vont bien, puis de comprendre ce qu'ils vivent si je veux bien les accompagner dans leurs apprentissages. Donc, en conclusion, en fait, nous, ce qu'on constate comme équipe de recherche, c'est que cette méthode-là du digital storytelling, elle permet à la fois des avantages pour la recherche, mais aussi pour les personnes qui y participent. Donc, d'abord, pour la recherche, on se rend compte que on peut recueillir des données qui sont vraiment riches, comparativement à se déplacer uniquement pour faire des entretiens individuels ou de groupe. Mais là, on a un engagement qui est vraiment prolongé au niveau des milieux scolaires, en sorte que les jeunes nous connaissent bien se livrent davantage à nous. Ça permet un rééquilibre de pouvoir, comme je le mentionnais tout à l'heure, parce que les jeunes sont vraiment au centre de la démarche, donc ils ont un rôle actif là, dans toutes les étapes de la démarche. Ça met en lumière aussi des données sensorielles qui seraient plus difficilement accessibles à l'écrit ou à l'oral. Donc, ça fait vraiment appel beaucoup aux émotions. C'est une méthode qui est reconnue pour faciliter l'implication des communautés marginalisées et puis on a pu le constater nous aussi dans notre démarche. Et ça peut devenir un outil de diffusion des résultats. C'est pas beaucoup utilisé comme ça dans les études qu'on a consultées, mais c'est quelque chose qui est possible. On y voit aussi des avantages pour les personnes participantes. Donc, les jeunes nous ont dit que ça améliorait leur sentiment de bien-être. Même dans certains cas, nous ont dit que ça avait eu un effet thérapeutique sur eux. Ça leur a permis de développer des nouvelles forces et compétences. Et lorsque le processus est collectif, mais ce qu'on constate, c'est que ça devient une source de soutien pour les jeunes. Donc, ils s'encouragent, ça normalise leur vécu. Donc, c'est vécu très, très positivement, cet aspect-là. Ça permet aussi d'augmenter le sentiment de solidarité envers la communauté. Et chez les adultes, donc on n'a pas fait d'entretien. Aujourd'hui, je ne vous ai pas présenté les résultats des entretiens menés auprès des parents, mais tant chez les parents que chez les enseignants, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience chez les adultes qui entourent les jeunes des impacts que ça peut avoir une catastrophe naturelle chez eux. C'est pas nécessairement perçu d'emblée là, par ces adultes-là qui entourent les jeunes. Évidemment, il y a des enjeux à considérer quand on fait ce type de recherche-là, notamment au niveau de la confidentialité lors de la diffusion.
puis des enjeux relatifs à la propriété des vidéos. Donc, nous, ce sont des choses qu'on a négociées vraiment à la pièce avec chacun des jeunes. On a eu la chance pour les vidéos qui étaient produites de façon collective, donc en diade, que les jeunes aient la même position, c'est-à-dire soit ils ne souhaitaient pas partager ou ils souhaitaient partager tous les deux. Euh, il y a toujours le risque, évidemment, de faire ressurgir des traumas. Dans ce cas-ci, ben, Anne-Sophie et moi, on est quand même formés en relation d'aide. On avait aussi une équipe de proximité dans les deux milieux scolaires là, qui étaient prêts à intervenir en cas de besoin. Il y a des limites de temps, évidemment, là, le temps dont dure la vidéo, mais aussi le temps qu'on avait à consacrer aux ateliers, surtout qu'on était loin du milieu de collecte de données. Donc, ça faisait en sorte que dans certains cas, ça a pu générer certaines frustrations. Donc, les jeunes certains auraient voulu avoir plus de temps pour créer leurs vidéos. Et évidemment, ça nécessite plus de temps et d'investissement de la part de l'équipe de recherche qu'un projet de recherche un peu plus traditionnel. Mais malgré ces défis-là, nous, on estime, là, à l'instar d'autres auteurs, que ces défis-là sont largement compensés par les avantages que la méthode permet. Pour en savoir plus, en fait, il va y avoir un deuxième volet à cet ouvrage-là qui s'appelait La recherche centrée sur l'enfant. Ce deuxième volet-là, ce deuxième ouvrage va s'appeler La participation des enfants et des adolescents en recherche. Et dans cet ouvrage-là, il y a un chapitre qui est consacré à l'utilisation du digital storytelling en contexte de catastrophe. Donc, c'est apparaître là, au cours de la prochaine année. Donc, voilà, évidemment, je reste disponible si vous avez des questions, commentaires. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Ben, merci beaucoup pour une super présentation très touchante. Ben, j'invite tout le monde à poser vos questions, soit dans le chat, soit en levant la main, ou soit juste en prenant la parole comme ça. Euh, donc, c'est ça. Et sinon, il nous reste aussi un 14 minutes. Je sais pas, le vidéo que tu parlais, si le temps qui dure. 4 Mais ou en 5 minutes, là, c'est OK, pas très long. parfait. Ben, je vais juste laisser la parole à Philippe qui a déjà la main levée. Et donc, Philippe, tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole, puis on pourra regarder le vidéo après. Merci beaucoup, ouais, c'est très touchant, puis ça fait remonter les souvenirs aussi, j'imagine, à plusieurs d'entre nous. Alors, j'aurais deux petites questions. Encore une fois, félicitations, c'est vraiment une démarche essentielle. Euh, première petite question, pourquoi avoir choisi au départ des adolescents? Est-ce que c'est parce que c'est une population, on sait, qui est vulnérable entre l'enfance et l'adolescence, une difficulté aussi à transmettre ses émotions? Ça, c'est ma première petite question. Puis, deuxième élément, plus généralement, j'imagine que cette approche-là aussi peut être utilisée pour d'autres populations vulnérables. Puis, comment, j'imagine aussi, on l'a vu, vous venez d'en parler, ça participe au processus aussi de rétablissement, en particulier des personnes qui ont été affectées, puis aussi plus généralement à ce qu'on appelle la résilience, qui est un processus de toute façon itératif. Fait que je vais y aller avec mes petites questions comme ça, et je m'excuse d'aborder plusieurs éléments là-dedans, mais vraiment, encore une fois, merci, c'est très intéressant. Ça me fait plaisir. Ben, pourquoi les jeunes? En fait, moi, c'est la clientèle ou la population qui m'intéresse vraiment là, dans mes travaux. Donc, avant de m'intéresser aux catastrophes, mes travaux de recherche portaient beaucoup sur les jeunes en situation d'adversité, là, notamment en contexte de protection de la jeunesse. Puis quand je suis arrivée à l'UQAC, ben, j'ai fait la rencontre de Danielle Maltais, que vous êtes sûrement nombreux à connaître, qui travaillait sur les catastrophes naturelles. Puis on a commencé à travailler ensemble, mais elle avait vraiment plus une prédilection pour les personnes âgées ou adultes ou les personnes intervenantes. Alors, ensemble, on a fait une enquête là, à Lac-Mégantic, tout d'abord, puis ensuite là, en Outaouais. Donc, c'est ce qui m'a amené. Mais moi, c'est vraiment la population qui m'intéresse, les jeunes. Je suis maman de 3 enfants, donc c'est vraiment une population qui m'intéresse de façon là, toute particulière. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à cette population-là. Mais au plan scientifique, bon, il y a une pertinence aussi à le faire. Dans le sens où ben, ce sont les citoyens de demain. Là, donc, c'est important d'investir auprès de nos jeunes. Ils ont toute une réflexion aussi au niveau des changements climatiques qui est assez époustouflante là, quand on prend la peine de les écouter. Puis c'est une population qui est reconnue comme étant particulièrement vulnérable à la suite de catastrophes.
Donc, je peux le défendre comme ça, là, au-delà de mon intérêt pour la jeunesse. La deuxième question, je ne suis pas certaine, je tente une réponse, puis si je suis un peu à côté de ta question, n'hésite pas à me le dire. Mais oui, c'est une méthode qui a été utilisée dans différents cas de figure, mais à ma connaissance, auprès des jeunes, du moins, ça n'a jamais été utilisé en contexte de catastrophe, donc plus auprès de jeunes en situation d'immigration, mais dans des contextes où ils avaient vécu des traumas auparavant. Euh, donc, différents contextes où il y a quand même dans plusieurs situations euh, des traumas qui peuvent être présents, puis que ça aide les jeunes, dans le fond, à s'extérioriser par rapport à ces vécus-là qui peuvent être plus difficiles, là. Euh, mais peut-être qu'il y a un élément de la question qui m'a échappé. Donc, juste sur comment ça participe aussi au processus de rétablissement en particulier pour les jeunes, mais plus généralement. Oui, ben, c'est ce qui est documenté dans les écrits. Ce que nous, on constatait, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'écrits sur les retombées de cette approche-là, sans qu'on comprenne concrètement qu'est-ce qui a été fait comme méthode. Donc, la méthode est rarement décrite. C'est la raison pour laquelle, dans l'ouvrage méthodologique, nous, on s'est vraiment attardé à décrire ce qu'on a fait. Parce qu'on le trouvait peu dans les écrits scientifiques. Mais le fait de toute la résilience, comment ça peut participer à la résilience, comment ça peut avoir un effet cathartique pour les jeunes ou les moins jeunes. Ce sont des aspects qui sont vraiment beaucoup documentés là, euh, dans les écrits qui portent sur cette méthode-là, là. Et il y a une question de Ariane Hamel. Je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'avais une question au niveau, tu nous as partagé à un certain moment un espèce de calendrier avec trajectoire personnelle, scolaire, tout ça. Et j'ai cru comprendre que ce calendrier-là, et donc là, c'est ça, c'est une question de clarification, mais ce calendrier-là, il a été fait dans la phase de préparation, que c'est dans cette phase-là, en fait, que vous avez aussi fait les entrevues. Donc, est-ce que c'est lors de ces entrevues-là ou c'est après les entrevues que vous avez... J'essaie de comprendre quand est-ce que le calendrier a été fait parce que, tu sais, déjà, il faut avoir déjà avoir fait un espèce de travail de synthèse de l'entrevue pour ensuite pouvoir mettre ces éléments-là, point de forme, tu sais, sur un calendrier. Donc, j'essaie de comprendre, en fait, plus précisément quand est-ce que ce calendrier-là a été fait. Puis, ouais. Puis a vraiment été fait dans l'entrevue, puis il permettait un support, dans le fond, pour le jeune. Il pouvait soit le remplir lui-même, des fois, il nous demandait de le remplir parce qu'il préférait pas le remplir. On avait des images, des pictogrammes, des crayons de couleur. Donc, il y a certains jeunes qui vraiment préféraient le remplir, puis après nous expliquer ce qu'ils avaient fait dans le calendrier. D'autres, c'est l'inverse. Ils nous parlaient, puis ils nous disaient, mais je préfère que toi, tu le remplisses. Donc, ça s'est fait à la main. Donc là, la version que vous avez vue, c'est une version qu'on a recopiée, là, reproduite à l'ordinateur, mais c'était fait vraiment à la main avec les jeunes lors de l'entretien, là. Puis ça nous permettait d'avoir un soutien aussi pour les aider à se remémorer, étant donné qu'il y avait quand même plusieurs années à, à, à considérer. Donc, leur permettait de mieux se repérer aussi dans le temps. Donc, une question de méthode que j'aurais par rapport à ça, c'est est-ce que durant l'entrevue, en fait, le schéma d'entrevue était vraiment construit autour de euh, de la rédaction, pas de la rédaction, mais de la construction du calendrier, ou c'est comme s'il y avait une première partie d'entrevue, puis la deuxième partie de l'entrevue, ou bien ça variait d'un jeune à l'autre parce que justement, il y a... Non, le guide d'entrevue était toujours le même. En fait, il y avait des questions plus générales au début, puis ensuite, on rentrait vraiment dans le calendrier OK, historique avec le jeune, là. Ouais. Puis OK, à la fin, mais il y avait une section plus sur les recommandations, tout ça. Donc, le calendrier était comme un peu au milieu de l'entrevue, là, qu'on menait avec les jeunes. OK. Mm. Merci. Ça me fait plaisir. Puis j'en profite pour dire qu'Ariane, dans la première étude, elle avait été impliquée là, dans la collecte de données. On a une question dans le chat de Véronique Brochu. Je vais la lire. Donc, ce qui a été présenté, les jeunes ont travaillé le trauma vécu, mais y a-t-il eu des recommandations venant des jeunes sur des éléments à modifier au niveau des intervenants, des communications qui auraient pu réduire l'impact de tels aléas sur les jeunes ou leurs familles?
Plus dans la première enquête qu'on avait faite, qu'on était allé regarder ces éléments-là avec les jeunes, là, avec les 14 groupes de discussion qu'on avait fait. Puis oui, il y a beaucoup de recommandations qui sont ressorties. Les jeunes voulaient être davantage consultés, entendus, avoir des endroits où ils pouvaient recevoir de l'aide. Puis beaucoup de jeunes nous ont dit que ça leur faisait du bien de nous parler de ces événements-là parce qu'ils n'avaient pas nécessairement l'espace pour le faire ni à la maison, ni à l'école. Donc, c'est comme si les adultes avaient peur de parler de ces événements-là aux jeunes, de peur, je sais pas, de réveiller des traumas ou d'engendrer des conséquences, mais ça faisait en sorte souvent que les jeunes restaient un petit peu coincés avec ça, avaient pas d'opportunité d'en discuter, puis ça leur faisait vraiment du bien lors des entretiens, ben, de pouvoir le faire. Et ça, on se les fait dire vraiment à plusieurs reprises. Puis, dans la même perspective, quand on avait fait notre enquête à Lac-Mégantic, on était arrivé au même constat. Donc, quand on faisait les entretiens de groupe avec les jeunes, on avait beaucoup de témoignages après de jeunes qui nous disaient que ça leur avait fait du bien, enfin, de pouvoir en parler. Puis, c'était 3 ans et demi après le déraillement de train. Puis, souvent, c'était une des premières fois qu'ils pouvaient vraiment en parler, là. Donc, oui, ça serait un peu ma réponse. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il nous reste 5 minutes. On aurait le temps de regarder la vidéo ou s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je peux vous Ah, proposer il y a une Oui, question allez-y. sur le chat de Caroline Thivierge. Pensez-vous que le sentiment de solidarité dans la communauté qui naît d'événements traumatiques comme ceux-là perdure dans le temps? J'espère que oui. J'aurais tendance à dire oui, parce que dans la communauté rurale, c'est quand même depuis 2017 que c'est quelque chose qui est quand même observé. Il faut dire que c'est une petite communauté, là, Fort-Coulonge. Tout le monde se connaît. Donc, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts solidaires à travers cette situation-là, cette catastrophe-là. Je pense que c'est vécu différemment. Par exemple, en milieu urbain, à la suite de la tornade, ça a été très différent, là. Cet aspect-là est beaucoup moins ressorti dans les réponses des jeunes. Il semblait avoir un vécu plus individuel. Puis il n'y avait pas eu bon, d'activité de bénévolat permettant de rassembler les jeunes. Puis ça, on sait que le fait de participer à des activités de bénévolat à la suite d'une catastrophe, bien, ça augmente le pouvoir d'agir, puis c'est positif. Donc, c'est positif, dans le fond, d'amener les jeunes à poser des actions pour récupérer un certain pouvoir là, sur des événements qui sont imprévisibles. Donc, je pense que ça dépend des milieux où ça a lieu, puis dans la façon dont c'est vécu aussi collectivement ou pas, là. Super, merci. Il nous reste juste assez de temps peut-être pour la petite vidéo, puis après ça, on va se quitter. Ça me fait plaisir de vous la partager. Est-ce que je revienne derrière? Ça s'est passé le 21 septembre 2018. Je vivais avec mes deux parents, ma soeur. J'étais en 5e année du primaire à l'école Montbleu. Ce matin-là, on s'était réveillé normalement, comme à tous les matins. Moi et ma soeur, on n'avait pas d'école, c'était une pédago. Mon père travaillait cette journée-là, il faisait beau, on était allé jouer dehors. Il n'y avait rien qui laissait sous-entendre qu'on pouvait perdre notre maison. À 16 heures, le ciel a commencé à s'assombrir. Il y a un gros orage qui était annoncé à la télé. Quelques minutes plus tard, il y avait une alerte qui disait qu'il y avait un risque de tornade. Mon père était toujours au travail. Là, je me souviens que ma mère a commencé à paniquer. Elle nous a dit de courir au sol sans se péter. Je me souviens, on était les trois allongés dans le lit de la chambre de visite. Ma mère, elle essayait d'appeler mon père, mais il n'y avait pas de réponse. On entendait des sirènes dehors. Le vent frappait tellement fort, là. Je m'en souviens, ça faisait un bruit assourdissant là, sur le toit. 30 minutes plus tard, mon père est arrivé en panique. Il nous a pris tous les trois dans ses bras. Il avait tellement eu peur de nous avoir perdus. Lui, il avait vu l'état de la maison.
Dans le feu de l'action, il s'est empressé de dire à ma mère, contacte Lucie, puis sa famille, puis c'était des amis. Heureusement, eux autres, il n'y avait presque aucun dommage à leur domicile. Ils nous ont accueillis sans hésiter jusqu'à ce qu'on trouve un autre domicile. On est sorti de la maison, puis j'ai vu, pas notre maison, mais bien la moitié. Ma mère en pleurs, mon père sur l'adrénaline, ma soeur confuse, puis moi, mais je me souviens plus exactement c'est quoi l'émotion que je ressentais à ce moment-là, mais c'était un mélange de plein d'affaires. Ah, je me souviens en revenant à notre domicile le lendemain du drame, tout le côté ouest de la maison qui avait disparu. La cuisine, la salle de bain, ma chambre puis une partie du salon étaient partis. Il restait la bibliothèque, le divan, la chambre de ma soeur puis celle de mes parents. Heureusement, on a pu tout sauver les photos de famille de mes parents. Même notre chat a réussi à faire un trou dans le moustiquaire puis il s'est sauvé, puis on l'a retrouvé quelques semaines plus tard. Après 3 mois à vivre chez nos amis, on est finalement déménagé à Chelsea. On s'est recommencé une nouvelle vie. Je suis maintenant en secondaire 4, j'ai une blonde puis je suis heureux. Ça m'arrive encore aujourd'hui de rêver à tornade ou stresser sans raison, mais je suis un psychologue, fait que ça m'aide beaucoup. Puis vraiment, cet événement-là, ça m'a permis vraiment de réaliser à quel point il y a toujours quelqu'un qui peut être là pour toi, puis à quel point la famille, c'est primordial. Ça passe avant tout. Je me dis aussi que ça peut arriver à n'importe qui, cette situation-là, puis que c'est très important de toujours donner au suivant. Voilà. Vous voyez que c'est très différent comme produit final là, en fonction des jeunes. Puis, Ben, merci beaucoup. Il est 1 heure, donc la présentation est terminée. Ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Et en début de semaine prochaine, le vidéo YouTube, dans le fond, le vidéo va être sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le revoir sans problème. Donc, merci beaucoup, Eve, pour cette super présentation. ça me fait plaisir, Catherine. Merci tout le monde. Merci. Au Merci revoir. beaucoup, Eve. Merci à tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée.